Alors oui, bah, alors la question du commencement. Ça dépend qu'est-ce que tu appelles par commencement. Je suis connu, en tout cas, pour mon travail de gravure. Donc des gravures en grand format, je pourrais t'en montrer quelques-unes ici, et de gravures de mots sur des meubles. Je me suis mis à la gravure en 2014, à l'atelier de Kreuzberg, Berlin. En gros, j'étais en congé parental d'éducation, donc je m'occupais de mon fils, et il y a à Berlin ce qu'on appelle la Volkshochschule, la grande école du peuple, qui est l'université populaire. Donc, au travers de ça, il y a toutes les associations qui... Voilà, c'est un lieu de regroupement de toutes les associations, donc tu as le catalogue de tout ce que font les gens, tout ce qui est proposé. Donc, au travers de ça, j'ai pu faire de la gravure, tester différentes manières d'impression. Donc, c'est la question de l'impression qui se posait. Donc j'ai exploré plein de manières d'imprimer, et au final, ce que j'ai retenu, c'est la gravure en épargne. Et notamment parce que l'atelier où j'étais m'a dit bah, t'as l'air de t'éclater, mon gars, tiens, voilà les clés, tu peux venir quand t'as envie. Et j'ai dit bah, je vous dois quelque chose. Il dit, non, non, c'est l'État qui paie, t'emmerde pas, viens. Et à partir de là, c'est une pratique que j'ai gardée. Donc arrivé à Toulouse, j'étais en recherche de presse pour continuer la gravure en épargne. Ne trouvant pas ma place dans les collectifs à Toulouse, parce que j'ai un travail en parallèle, j'ai un gagne-pain, je n'ai pas fait d'études de beaux-arts, je me refuse à la précarité et etc. Plein de choses en fait. Donc au final, je n'avais pas de presse. Donc en absence de presse, j'ai décidé de faire des choses qu'on ne peut pas faire sous presse, donc des énormes formats. Et ce travail-là, je le faisais chez moi, et comme en parallèle j'avais monté d'une association de tango argentin, il y a des gens qui sont passés, et dedans des galeristes, et très rapidement je me suis retrouvé en galerie. Voilà. En parallèle de la gravure, pour ma part, je donne des cours de tango argentin dans une optique queer, pour casser un peu l'esthétique tango comme elle est jouée à Toulouse. En parallèle de ça, j'ai une activité de danse contemporaine, et maintenant je me mets gentiment à la couleur et à la musique. Pourquoi j'ai choisi plus la gravure qu'une autre activité? Alors ça, j'en sais foutrement rien, quoi. Peut-être que c'est le fait que ça tombait au bon jour, au bon moment, et que ça avait l'air rigolo, que ça coûtait pas cher, en fait. C'est vraiment un coup du hasard, parce que j'en avais pas fait avant, je connaissais même pas ces pratiques-là. Il faut savoir que la gravure sur bois, c'est pas mal répandu en Allemagne, et en France, il y a peu de gens qui en font, en fait. Après, je sais que la mère de mon fils, dans sa famille, etc., il y a des relations avec des graveurs du côté de Leipzig et de Halle. Sa mère côtoyait des ateliers de gravure, et donc la mère de Oscar c'est mon fils, avait des gravures à la maison, etc. Donc peut-être que ça a joué aussi, toi, mais c'est le seul lien que je peux trouver avec des ateliers de gravure. Alors la question de la transmission, je pense pas que ça se fasse dans le... Je sais pas comment dire ça. Transmettre, c'est supporter la personne, en fait. C'est pas lui donner à manger, en fait. Transmettre, c'est être soutien, être support, c'est-à-dire offrir les moyens de s'exprimer. Après, si l'expression prend ou pas, c'est une autre histoire. Là, ce que j'ai eu comme chance, c'est qu'en prenant cet atelier-là, j'ai accédé à un atelier, et celui qui tenait l'atelier, c'était un vieux papy qui faisait de la photo, qui avait un rapport artistique, qui a vu que je m'amusais, et dans toutes mes expérimentations, il y avait des trucs qui, pour lui, a priori, étaient intéressantes. Je n'ai jamais su qu'est-ce qui l'intéressait d'ailleurs dans ma pratique, et pourquoi, quand j'ai exprimé mon désir d'en faire un peu plus, il m'a filé les clés de l'atelier. J'en sais foutrement rien. En tout cas, il y avait quelque chose que lui ressentait, qui disait bon, celui-là, on peut y aller, quoi. Les ateliers, c'était une mise à disposition de moyens. Donc c'est-à-dire qu'on avait des vieilles presses d'époque à la main, on avait autant d'encre qu'on voulait, il y avait des cinquantaines de teintes différentes,
Le papier était offert par l'État, et voilà. Et les outils, il y avait des outils à disposition. Donc j'ai pu tester d'imprimer des objets, des écorces d'arbres, des feuilles, jouer avec les couleurs, graver des plaques de bois, de métal, tester plein de trucs en fait. Et de fait, on s'amuse. Et donc il y a quelque chose qui se produit. Mais par contre, dans l'atelier, comme c'était une mise à disposition de moyens, il y avait autant de formes différentes que de gens. Donc pareil, ce genre de fonctionnement me correspond parce qu'on voit les possibilités, ça donne des idées de ce qu'on peut faire. Pourquoi la gravure sur bois? Là, il y a une réflexion personnelle à ce niveau-là. C'est un choix personnel de garder le bois. Parce que quand j'ai fait la sérigraphie, on se retrouvait très rapidement devant des ordinateurs pour faire les pochoirs, etc. Et je ne voulais plus de travail face à un ordinateur, face à la machine en fait, au filtre, etc. Et ça ne permet pas l'accident, c'est trop sécure. Et après, le travail en taille douce, avec des acides, pareil, ça ne permet pas le faux pas, ou très difficilement. Donc on est obligé de surplanifier pour arriver à avoir une image à peu près correcte. Sinon, ça part à volo direct. Et j'avais besoin d'imprévu. Et le bois propose donc l'imprévu, une trame, à l'impression il est perceptible, la trame du bois. Donc c'est un motif qui se répète sans jamais se répéter vraiment. Donc quelque chose qui n'est pas faisable par ordinateur ou très difficilement, qui demanderait beaucoup d'énergie, où le rendu ne pourrait pas être aussi fastoche à obtenir que ce que ça l'est par la matière directe. C'est-à-dire que comme je ne fonctionne pas par mécanisme de domination, on va dire ça comme ça, mais je n'ai pas d'autres mots pour poser ça. C'est-à-dire que j'ai pas un prof qui me dit regarde comment je fais et qui me fait fantasmer, qui me dit d'aller vers lui. Non, j'ai des gens qui me soutiennent dans les moyens et qui me disent va où t'as envie. Donc ça se joue dans un fil à chaque petite œuvre ramène d'autres questions qu'on résout et puis qu'on avance et qu'on avance. Donc tout s'inscrit dans une sorte de continuité. Et donc moi j'ai commencé, donc l'amorce ça a été ce refus d'accéder à des presses. On m'a fermé la porte au nez et donc il m'a fait qui a dit qu'est-ce que je peux faire comme rebond là-dessus et dire bon on va faire des trucs énormes. Donc ça, gagner une singularité, tout en disant vous voulez pas de moi, tant pis, hein, moi j'ai pas besoin de vous, donc j'ai pas besoin de presse. Faire ça, ça oblige à travailler dans une économie de moyens, c'est-à-dire que je suis en appartement, donc faut pas faire de bruit, donc ça fait que je travaille à la main, je travaille pas avec un burin, une perceuse ou quoi que ce soit, donc tout est travaillé à la main. Économie de moyens, ça veut dire pas de presse, donc j'imprime au pot de confiture ou à la canette de bière. J'ai pas d'encre. Donc là, j'étais négocier des encres chez des imprimeurs, donc voilà, j'ai un pot de noir et ça me suffit. Les papiers, ça coûte cher, donc je vais sur les marchés aux puces récupérer des draps en lin anciens, parce que finalement, il nous faut de la surface, etc. Donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'en galerie, ce qui impressionnait plus, c'était les matrices que les imprimés. Donc au final, on m'a catalogué plus dans la sculpture que dans l'impression. Et ce qui est une bonne chose, parce que finalement, ce qui est unique, la question de l'unicité se passe au niveau de la sculpture. Donc il y a eu cette question-là qui est arrivée, et donc il y a eu une convergence à un moment où j'ai trouvé un meuble dans la rue, j'ai trouvé ça cool, j'ai fait waouh! Et si je gravais ce bois-là, genre en mode punk, Tiger, quoi. Et même aujourd'hui, j'avoue, j'ai des pulsions, des fois j'aimerais bien avoir une petite couche sur moi pour, les plaques en bois, là, hop, et graver des trucs, quoi. Donc là, c'est la question du volume. Et après, les mots sont arrivés parce que j'accompagne des gens dans ma pratique. Je transmets moi aussi, je donne les moyens à d'autres gens. Donc c'est ma manière de transmettre. Et à l'occasion, j'avais quelqu'un autour de moi qui était dans une phase dépressive complète, qui n'arrivait pas à décoller quoi que ce soit, et qui avait besoin de liens. Et je lui ai dit, mais écoute, envoie-moi des mots, je les graverai sur le meuble, et puis après, tu viendras de Nice, et tu défonceras le meuble à la meuse, et puis voilà, et puis ça sera drôle, et puis t'arrêteras de nous faire chier, quoi. Et il a dit banco. Donc je me suis retrouvé à graver ce meuble que j'avais récupéré dans la rue, que j'ai trouvé cool, avec les mots d'un copain qui était en dépression,
Le fait de graver les mots et lui envoyer les photos de son meuble, il était tout content parce que pour la première fois de sa vie, il faisait une œuvre d'art et il avait l'impression d'être artiste, alors qu'il l'est complètement. Et de se projeter dans une performance avec ce meuble et le défoncer à la masse, le mettait dans une sorte d'ambiguïté qui était plutôt cool. Donc il est venu finir graver ce meuble et à la fin il n'a pas voulu détruire ce meuble à la masse. Il a dit moi je préférerais faire des photos nues et m'imprimer les mots sur le corps. J'ai fait banco, on le fait et puis voilà. Et pour lui ça a été une expérience complètement folle parce que c'est quelque chose qu'il se refuse de s'offrir. Voilà. Donc là j'ai servi de médium. Et donc après je me suis dit bah tiens si lui il a trouvé ça cool, pourquoi pas le faire pour d'autres gens. Donc on récupère d'autres meubles, puis on continue. La contrainte, c'est ce qu'on partage en fait. Et il y a une idée de la contrainte libératrice quelque part. C'est-à-dire que la contrainte structure le désir. Je sais pas comment dire ça, c'est que la question du désir naît de la structure dans laquelle elle est inclue. Donc c'est la structure qui produit les formes de désir. Donc quand tu remets la structuration à l'aléa, bah, ton désir devient aléatoire. Donc tu découvres d'autres choses de soi, ce qui est intéressant. Donc après, ça pourrait être d'autres phénomènes. Dire par exemple, bon, je prends que les objets jaunes, je fais une collection d'objets jaunes, et puis en fonction de ça, je verrai bien ce qui se passe. Quel délire ça va faire naître dans ma tête. Et, voilà, qu'est-ce qu'on va construire dessus, qu'est-ce qui va être produit, et qu'est-ce qui va être partageable de la structuration de ce qui s'est passé. Et ce qui est rigolo, c'est que la question esthétique, c'est pas une question, c'est une question de transmission. C'est-à-dire que c'est pas une question d'un rendu. C'est-à-dire que une esthétique qui fonctionne, c'est une esthétique qui donne le désir de le faire soi-même. Et si l'objet esthétique ne donne pas de désir, n'offre pas de désir de faire des trucs, il est raté, en fait. Et même dire le jeter est un désir parmi tant d'autres. Mieux vaut un objet qui donne envie qu'on le jette qu'un objet qui ne dit rien. Donc partant de ce constat-là, notamment, voilà, quand j'ai envie de peindre, le tableau qui est ici, c'est un tableau que j'ai acheté à quelqu'un qui peignait dans la rue, mais c'est le fait de voir ce tableau-là régulièrement qui me donne envie de faire de la couleur, qui me donne envie de peindre, etc. C'est-à-dire, tiens, ça me fait naître en moi l'idée de la peinture. Donc l'objet peut être un moteur de « tiens, j'ai une bonne idée ». Je n'ai pas, ayant un gagne-pain à côté, je n'ai pas l'obligation de vendre. Donc c'est pas ça qui se joue. Ce n'est pas une question de survie qui se joue dans une galerie. Donc moi je fais partie des artistes qui n'ont pas de compromis à faire avec les galeries. Si c'est le seul endroit où peut-être il y a un intérêt pour moi, c'est que quand l'œuvre est achetée, elle se met à circuler d'elle-même. Et quand elle est achetée, je suppose qu'elle va être bien, qu'on va prendre soin d'elle. C'est rare les gens qui achètent des œuvres pour les détruire. Donc, mais hors ça, moi c'est de la charge plus qu'une autre chose. Donc après, ce qui est intéressant dans ce phénomène, il y a deux choses, c'est que ça produit une légitimité artistique, donc ça te fait rentrer de force dans la famille d'artistes, même si t'as pas fait les beaux-arts, même si t'as pas de... Voilà, ça donne une légitimité. Et la deuxième chose, ça valide que la production issue des délires, clairement, est entendable et acceptable, qu'elle ne fait pas partie d'une folie, bien qu'elle en fasse partie d'un délire. C'est-à-dire que moi j'ai une sensibilité à tout ce qui est art brut, et c'est des choses qu'elles sont porteuses de quelque chose, quoi. Je sais pas, là je me perds un peu, mais c'est-à-dire que quand quelqu'un t'achète une œuvre d'art, t'es pas fou, t'es artiste. C'est-à-dire que ta manière d'exprimer la distorsion que tu reçois du monde, elle est entendable, elle fait lien. C'est curieux comme phénomène. Donc pour moi, c'est un truc de la légitimisation de ma bêtise, en fait. Non, mais de mon imbécilité, de que je ne suis pas dans mon corps. Je suis ailleurs.
la pratique artistique est une pratique politique et profondément nécessaire à l'être humain pour s'échapper en fait des institutions, s'échapper du social, s'échapper de la violence, s'échapper de tout ça en fait. Et donc faire des œuvres d'art, c'est apprendre à décoller les choses en fait, entre ce qui est et ce que je perçois, le mot, qu'est-ce que je mets derrière le mot, qu'est-ce qui fait histoire, qu'est-ce qui fait image. Et donc ça permet de comprendre qu'il n'y a absolument aucun lien entre ce qu'on produit et l'artiste. Il n'y a pas de lien entre l'artiste et son œuvre. Le seul lien qui peut exister, à partir du moment où l'œuvre est mise au monde, c'est entre celui qui la regarde et l'œuvre. Elle ne parle que des gens qui la regardent. Et ce phénomène est assez fantastique. Et le fait de produire des œuvres qui perturbent l'artiste, qui t'apprend à décoller. C'est-à-dire que quand tu graves des mots horribles toute la journée, à un moment, tu es obligé de dire, bon, les mots, c'est que des mots. Et donc les réduire à une question esthétique. Et quand ce que tu vois est réduit à une question esthétique, ça n'a plus aucune morale, ça n'a plus aucune violence, c'est vide. Donc on vide le sens. Moi, je fais des choses. Et quand je fais, je ne comprends pas ce que je fais, en fait. C'est dans l'après-coup, genre un mois plus tard, quand j'y réfléchis en disant, tiens, je pourrais mettre ça comme signification. Notamment, le travail en galerie oblige cela. C'est-à-dire que tu es obligé de faire des dossiers pour les curators, pour qu'ils disent pas trop de conneries sur ton œuvre. Sauf que toi, tu sais même pas ce que tu as fait, en fait. Tu n'as même pas de mots à faire dessus. Et même poser des mots sur son propre production, c'est la trahir. Donc, mais tu es obligé de faire cet exercice. Donc ça oblige à produire un discours qui englobe l'œuvre. Mais ce discours, il est valable qu'à un moment T. Donc par exemple, une des choses que j'ai pu articuler avec mes meubles, c'est que je trouve intéressant de prendre des choses qui sont marginalisées, donc des meubles qu'on met à la rue, et les faire réintégrer le système humain, quoi, les ramener au centre de la société. Et ce travail-là me touche. Et notamment, je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais décroché du contreplaqué. Enfin, je grave sur du contreplaqué, c'est une hérésie dans le milieu. C'est-à-dire que tu vas pas passer des heures à graver du contreplaqué. On grave du cerisier, des essences chouettes. Et la recherche, la majorité des gens, c'est de faire des impressions extrêmement propres. Moi, je veux des impressions qui sont vivantes. Et ça ne se joue pas, voilà. Et le bois, c'est même pas du bois, le contreplaqué. Donc après, ce qui est rigolo, le contreplaqué, c'est qu'on voit partout. C'est-à-dire que j'ai récupéré des grandes plaques de contreplaqué pendant les manifs de Gilets jaunes. Donc après, en fait, les banques étaient retirées les plaques de contreplaqué. Il y en avait sur la rue, donc je suis embarqué. Et donc là-dessus, j'aimerais bien faire des gravures des mouvements sociaux de l'époque. Là, j'ai un délire à ce niveau-là. Et dire, tiens, ces trucs-là qui protégeaient les banques ont été supports, ont été témoins de choses, donc on peut reprojeter dessus et relancer. Et ce contreplaqué-là, il a de l'histoire. Ça, c'est rigolo. En tout cas, pour moi, il a une valeur dans la mesure où j'ai participé aux mouvements sociaux et je les ai vus. Ces échoppes qui se fermaient de tout ce contreplaqué. J'esquive. J'essaye au mieux d'esquiver. Parce qu'on ne peut pas parler de ce qu'on produit. Si j'avais les mots, je ne ferais pas d'œuvre d'art. C'est les œuvres qu'on produit, elles sont avant l'émergence des mots, avant l'émergence de la pensée ou de la logique. Donc il n'y a pas de grammaire pour les exprimer, il n'y a pas de mots pour les exprimer. On peut parler des phénomènes qui les amènent, mais on n'a affaire qu'à des phénomènes. Et je suis un phénomène. Donc donc moi mon parti, donc il y a des artistes qui se cachent, qu'on ne se montre pas. Ça c'est une question qui m'a été qui s'est offerte à moi, est-ce que je me montre ou pas? J'ai fait le choix d'assumer, de me mettre à côté de mes œuvres. Par contre, en parler, je refuse d'en parler autrement que sous forme de phénomène. Donc ce que je fais par contre, comme l'espace de galerie est un espace, moi j'aime bien partager les espaces dans lesquels je suis.
Donc j'invite souvent des poètes, des musiciens, des danseurs à interpréter avec leur langage musical, de danse, de poésie, ma production. C'est-à-dire interpréter l'écho que ça fait chez eux, dans leur langage à eux. Donc voilà, après, je suis convaincu que la question artistique est une question sociale, avant d'être une question marchande. Et donc même au niveau des coms, etc., la communication, c'est dans mes réseaux, de bouche à oreille, etc. Et ça fonctionne en fait. Parce que quand on achète une œuvre d'art, donc dans le cas là d'une marchandisation, on achète à la fois l'objet, le désir de faire pareil, d'en prendre soin, etc., et le souvenir de la personne. Et on est de plus autant. Il y a plein de gens qui fonctionnent comme ça. Donc dans un autre domaine, par exemple mes livres que j'achète, etc., ne sont plus, ça fait longtemps que c'est plus dicté par la radio ou la télé. Par contre, c'est très fortement dicté par mes discussions au café et à mes amis. Et quand je vais vers un nouveau livre, c'est souvent un livre dont on m'a parlé, et j'ai envie d'être avec la personne que j'aime bien, et donc je vais lire un livre qu'il a bien aimé ou qu'elle a bien aimé. Et comme ça, quand je revois la personne, je peux lui en parler, je connais mieux la personne, et j'ai partagé un peu de la présence de cette personne au travers de l'objet. Et donc après, il y a des livres qui sont des convergences de livres, etc. Mais c'est de l'ordre accidentel. Donc je remets pas mal à l'accident les choses.